Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ben, je suis joueur de jeux de société et je fais de la critique de jeux sur les réseaux, en vidéo et à l'écrit. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui touche directement à cette activité et qui me semble problématique et que je voudrais donc dénoncer. Avant toute chose, je souhaite vous informer que cette vidéo a pour objectif de mettre en exergue un comportement qui me semble problématique. Pour illustrer ce comportement, je m'appuierai sur un exemple récent et dans ce cadre, je présenterai des données issues de Facebook et de Twitch. Ces données sont publiques ou en tout cas l'étaient au moment où je les ai collectées. Je citerai les noms des médias et des personnes qui interviennent dans ces extraits. Cependant, je précise que cette vidéo n'a pas vocation à viser directement les personnes. Il s'agit d'une mise en lumière d'une pratique qui, il me semble, est susceptible de desservir la critique et le milieu ludique dans son ensemble si elle se normalise. Le 3 mars 2026, Sylvain Baudet, un collègue joueur, m'informe de la publication d'un post sur les pages Facebook et Instagram de First Player. First Player est un média multiplateforme qui traite du jeu de société et qui publie régulièrement des critiques sur les jeux. La chaîne YouTube dispose au moment où je fais cette vidéo d'une communauté de plus de 9500 abonnés, 2400 sur Twitch, 2100 sur Facebook et 2500 sur Instagram. Voici le post dont je parle. On peut lire un court texte qui indique le concept des images associées, proposer un tableau qui présente en colonne des intervenants du média et en ligne des avis sur les jeux selon 3 gradations. Sous-côté, bien-côté, sur-côté. La thématique abordée est les jeux à rôle caché. On peut lire dans ce tableau que Yoel Sayada, fondateur et propriétaire du média First Player, indique dans sa cellule sur-côté le jeu Blood on the Clock Tower. La raison pour laquelle cette information m'est remontée est qu'il se trouve que Yoel n'a jamais joué de partie de Blood on the Clock Tower. Le jeu se retrouve donc dans la cellule sur-côté qui indique un jugement négatif sur le jeu, alors qu'il n'a jamais été joué par l'intervenant et que ce n'est pas mentionné dans la publication. Le post est issu d'une vidéo en direct sur Twitch dont voici la séquence concernée. On peut voir 3 intervenants, Anne-Solène Crène et Fred Domain, qui travaillent tous les deux dans des boutiques spécialisées dans le jeu de société, et Yoel Sayada. Je vous laisse regarder la séquence complète. Bon. On en parle de ce loup-garou à 150 balles ou pas à un moment donné. Bon. On va rester cool. Là, tous ceux qui sont tous fans de ouf, là, vous avez juste pas envie de jouer au loup-garou parce que ça fait pas assez hype, mais vous voulez mettre un truc qui y ressemble. C'est pas bien. C'est pas bien. J'ai pas joué. C'est vraiment juste un loup-garou où quand t'es mort, tu peux parler. Bah voilà. 150 balles pour ça. C'est déjà mieux. Non, parce que t'es obligé de rester alors que c'est nul. Au moins, le loup-garou, tu peux te casser, tu vois. Non, 150 balles, c'est un scandale. Après, je suis le premier à dire qu'il ne faut pas payer un jeu que sur son matériel. Donc là, pour le coup, ils ont bien réussi leur coup, hein, pas de problème. Mais ouais, je trouve ça surcoté de ouf. Mais il y a quoi dedans pour que ça coûte 150 balles? Rien, il y a des fiches. Mais c'est fou. Vraiment, ils sont très très forts en marketing. Et rien à dire là-dessus, tu vois. C'est les Américains, ça se voit. Mais ouais, non, le jeu, c'est un loup-garou plus. Tranquillou, enfin, je ne comprends pas le fait que les gens soient là, genre c'est le meilleur jeu de toute ma vie. Tranquillou. Voilà. Non, je sais pas, j'ai du mal à comprendre l'affection du monde entier. Après, je me dis, ton jeu, tu le payes 200 balles, tu l'aimes. Il y a ça aussi, je crois tu que vois. ça joue. Et oui. Évidemment, tu as vendu un rein et un de tes gosses pour acheter le jeu, ton jeu arrive, t'es bienveillant envers lui, tu vois, c'est normal. Mais ouais, alors effectivement, il sort à 30 balles, peut-être que je dis rien, tu vois. Mais là, ouais, non, là, c'est un peu un scandale. Et il y a Floref qui a démonté la boîte en pensant qu'il y avait des trucs cachés au fond. Ah, non. Tu m'étonnes. Il y a des louis d'or au fond de la boîte. Je sais pas. Non, ouais, donc bref, du coup, je trouve vraiment surcoté en mode. Je pense que le jeu est bien, mais je pense pas que ce soit le jeu du siècle comme on veut te le vendre, tu vois. Donc voilà. Ils sont obligés de le vendre comme ça pour justifier les 150 €. Peut-être. Je sais pas. C'est un mystère, mais du coup, on ne saura jamais. On ne saura jamais ce qu'il en est de ce jeu. Ouais, il est plus. Il y a un côté narratif ou c'est toujours la même partie? Non, t'as 6 scénars, je crois. Mais je crois que le maître du jeu joue beaucoup aussi dans l'expérience. De ce que j'ai vu. Oui, mais bon, ça commence à faire beaucoup. En plus, il faut un bon maître du jeu, il est même pas fourni avec. Donc... Non, enfin, tu me diras, il peut rentrer dans la boîte tellement elle est grande, mais est vide. Donc ça pouvait marcher. Mais s'il faut pas que ce soit trop grand. Un petit maître du jeu, tu vois. Voilà. Donc on arrive gentiment
Comme vous avez pu l'entendre, lorsque Yoel mentionne le jeu dont il s'apprête à parler, Anne-Solène indique dès le départ « je ne sais pas, je n'y ai pas joué », ce qui devrait mener normalement à ce que Yoel l'indique également, mais ce n'est pas le cas. Les 2 minutes qui suivent sont une alternance de questions d'Anne-Solène et Fred qui ne connaissent pas le jeu, et de réponses de Yoel, qui mêlent informations erronées et critiques négatives sur le jeu. On se retrouve dans une situation où le spectateur a l'impression que le jeu a été joué et que c'est ce qui justifie ses critiques négatives et sa qualification de surcoté. Ce comportement est problématique à mon sens et je vais vous exposer pourquoi. D'abord, ce qui peut sembler le plus évident, on ne peut pas, je pense, critiquer un jeu de manière positive ou négative sans jamais y avoir joué. Pourquoi ? Parce qu'on émet un jugement sur un jeu devant une audience qui sort du cadre privé, alors qu'on ne dispose pas de la connaissance nécessaire pour pouvoir en juger. C'est comme si on disait qu'un livre était excellent sans l'avoir lu ou qu'un film était nul sans l'avoir vu. Dans notre exemple, on s'intéresse à un média qui s'adresse à plusieurs milliers d'abonnés, ce qui dans le milieu du jeu de société n'est pas négligeable. Deuxième point, dans l'absolu, on pourrait imaginer qu'un média puisse donner son avis sur un jeu sans y avoir joué, dans le cadre d'un concept particulier où les intervenants se contenteraient de donner leurs impressions sur la couverture ou sur la thématique d'un jeu par exemple. Dans ce cas, il faudrait impérativement informer le spectateur de cette particularité. Enfin, dernier point, et certainement le plus important, c'est une pratique trompeuse. Le fait de proposer une critique d'un jeu, aussi courte soit-elle, 2 minutes 30 dans un Twitch et une image dans notre exemple, sans jamais y avoir joué et sans en informer l'auditoire, est une pratique trompeuse. On laisse penser au spectateur que le présentateur a effectivement joué au jeu et que c'est son expérience de jeu qui l'a conduit à émettre une critique négative dans notre cas, mais il en va de même pour une critique positive. Ce que je veux défendre ici, c'est l'objectif de transparence avec le spectateur. Ça rejoint d'ailleurs la même démarche que le fait de déclarer qu'un contenu fait l'objet d'un partenariat commercial. J'ai donc commenté le post du média First Player en faisant remarquer que le contenu me semblait problématique. Je pense qu'il est important de souligner qu'émettre un jugement de valeur sur un jeu sans jamais y avoir joué me semble être une information très trompeuse. Je pense que ça devrait être retiré. Voici ce qui m'a été répondu par le média. Je n'ai pas joué au jeu. Mais j'ai assisté à de nombreuses parties, à quelques mètres de moi. Je sais comment marche le jeu. Et oui, je peux globalement juger un jeu à sa boîte, son pitch, ses règles et son matos. Mes commentaires ont été supprimés depuis. D'autres ont également fait la remarque, comme Sylvain justement, ou Boris Kriwicki du média Rue du Jeu, qui ont d'ailleurs reçu une réponse du même acabit. Mais Yo-Yo, tu n'as jamais fait de partie de Blood on the Clock Tower. Tu peux pas le mettre en surcoté comme ça. Complètement d'accord avec Sylvain, dire qu'un jeu est surcoté quand on n'y a pas joué, ça ne fonctionne pas. J'ai vu des parties, beaucoup. J'ai eu des retours, énormément. J'ai vu des vidéos. Je joue depuis 20 ans, je game design depuis 4 ans, donc si, j'estime que je suis en capacité de dire si pour moi un jeu est surcoté ou pas, selon mon référentiel. Ces choix soulignent dans tous les cas une volonté d'émettre une critique en n'ayant pas joué au jeu et sans le révéler à l'auditoire lors de la vidéo en direct ou de la publication. À nouveau, je fais cette vidéo parce que je pense que cette pratique n'est pas souhaitable et qu'elle ne doit en aucun cas être normalisée. Sans quoi, pour les spectateurs, il ne sera plus possible de faire la différence entre une critique de quelqu'un qui a effectivement joué au jeu et une critique de quelqu'un qui n'a pas joué au jeu. De la même façon, pour les professionnels du monde du jeu, auteurs, éditeurs, distributeurs, cela signifie que les jeux conçus sont susceptibles d'être jugés sans jamais avoir été joués. Pour conclure, cette vidéo n'a pas pour objectif de faire des vues. Ma chaîne, Les Recettes Ludiques, sur laquelle se trouve ce contenu, n'est pas monétisée et ne le sera jamais. La section commentaires restera ouverte si vous souhaitez réagir, je suis tout à fait ouvert à la discussion sur le sujet. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.